La présentation suivante est faite par Fleur Le Bourgeois, qui est médecin et étudiante à la maîtrise en sciences biomédicales, option éthique clinique, sous la direction d'Annie Janvier. Merci. Alors, moi, je vais vous parler du vécu des soignants, justement, devant les signes de fin de vie en réanimation pédiatrique. Donc, je suis médecin, moi, en réanimation pédiatrique à Paris, en France. Et avec une collègue, on s'était rendu compte, il y a plusieurs années déjà, que quand un enfant venait à décéder dans le service, souvent, les soignants avaient tendance à fuir la chambre. Il y a, pour de multiples raisons qu'on ne va pas tout aborder, mais on s'est aperçu qu'une des raisons, c'était le vécu des signes d'agonie, le changement du corps physique, etc., et que ça mettait mal à l'aise. Et donc, on voulait aller explorer ça dans l'optique de pouvoir améliorer le vécu des soignants face à ces signes. Diapo suivante. Donc, on a proposé à des soignants de mon service de participer à un entretien semi-dirigé avec une psychologue. Donc, les soignants étaient autant des médecins expérimentés ou peu expérimentés, des auxiliaires de puériculture ou des infirmières, pareil, diversement expérimentés. Et on a abordé les thèmes suivants. Quels étaient les signes les plus fréquents, les plus gênants? Est-ce qu'ils pensaient que donner une information aux parents pourrait aider les parents à mieux affronter ce traumatisme, si tant est que c'est possible? Et est-ce qu'ils pensaient qu'une formation des soignants concernant ces signes pourrait être pertinente dans leur pratique? Diapo suivante. Et donc, finalement, on a pu obtenir l'enregistrement de 15 entretiens soignants qui duraient entre 10 et 30 minutes, qui ont pu être analysés qualitativement par une sociologue. Et il y a 4 thématiques qui sont ressorties. Concernant les signes gênants, ce qui est étonnant, ce qui ressortait, c'était les signes qui pouvaient marquer la présence de l'enfant. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous dans l'imaginaire la vision de quelqu'un qui meurt. Alors, pas forcément un enfant, mais quelqu'un qui meurt et qui serait calme, qui serait non douloureux, apaisé, qui serait en train de dormir finalement. Et que les signes qui vont nous sortir de ce fantasme vont être gênants, c'est-à-dire des mouvements anormaux comme des convulsions ou des gaspes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est des mouvements amples, réflexes du thorax qui peuvent être très impressionnants et qui peuvent durer chez l'enfant de quelques secondes à plusieurs heures. Ou ça peut être aussi des sons, des râles, etc. Il y a aussi les signes qui vont changer l'apparence de l'enfant, qui vont même amener à une déformation, comme les œdèmes qui sont assez fréquents en unité de soins intensifs, ou la cyanose, les marbrures. Et en fait, les soignants sont assez gênés devant ces signes qui pourraient laisser en fait une image assez traumatisante aux parents qui assistent au décès de leur enfant. Après, il y a une autre catégorie, c'est les signes craints, qui sont différents des signes gênants parce que c'est les signes qu'on va redouter. On ne voudrait pas qu'ils surviennent. On a peur, en entrant dans la chambre, de tomber dessus. Ils ne sont pas forcément fréquents, mais c'est ceux qui vont provoquer justement une détresse et une souffrance chez les parents. Les soignants sont assez clairs. S'il y a un signe d'agonie qui survient et que les parents ne sont pas là, bah, finalement, ce n'est pas si grave. Peut-être parce qu'ils sont habitués, peut-être parce qu'ils sont surtout moins attachés à l'enfant, etc. Mais dès que le parent est là, il y a beaucoup plus de malaise. Donc, on comprend bien que la souffrance du parent va être reliée à la souffrance du soignant face à ces signes. Et puis, il y a aussi les signes qui durent. Je vous ai dit, des gaspes qui durent des heures, ça peut être très troublant pour le soignant parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on n'agit pas? De toute façon, on a très peu de choses à faire et on est malaisé. Et quand on s'est intéressé de savoir s'ils pensaient qu'une information des parents pourrait aider ces parents, ils étaient assez clairs pour dire que oui, une information serait intéressante, certainement pas écrite parce qu'ils pensaient que ce serait traumatisant, mais plutôt orale et qui viendrait, si possible, au plus proche de l'apparition du signe, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard, d'où l'importance finalement de venir régulièrement dans ces chambres. Et d'ailleurs, ils ont soulevé le fait qu'ils voudraient être formés à ces signes parce qu'on est très peu formés dans notre pratique à ça. Et il y a un quatrième point qui est apparu et qui n'était pas du tout demandé, c'était l'importance du soutien des pairs. Et en fait, très souvent, les soignants viennent par deux dans la chambre des enfants qui décèdent. Et ça, c'est parce que ça leur permet d'avoir un soutien, un regard à échanger avec leurs collègues s'ils se sentent mal à l'aise par une question qu'un parent a posée ou par un signe qui survient.
Et c'était aussi important de le mettre en avant. Donc finalement, ça a porté ses fruits puisque avec une collègue, on a mis en place une formation des soignants sur ces signes. On propose des demi-journées de formation sur les besoins des parents, les besoins des soignants et les signes d'agonie. Et puis, une autre partie de cette étude, c'est d'interroger les parents. Donc, on a enfin les résultats, mais pas encore d'analyse. Donc, ça devrait venir bientôt. Et voilà, je vous remercie.